Notre invité cette semaine, Christos Syros. Christos Syros, bonjour. Bienvenue Allô? à Mémoire. Plaisir de se retrouver encore. Alors, on est en 1994, c'est votre 4e campagne électorale. Vous remportez votre élection, mais c'est le Parti québécois qui forme le gouvernement. Hélas. Et on est en route vers le référendum de 1995, Ouais. ce qui est perceptible dans tous les échanges. Comment ça se passe pour vous, cette période? Ah, ça, c'est une période peut-être la plus intense de ce que j'ai vécu en politique. Après l'échec de Charlottetown, on savait qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Quand on a perdu le pouvoir en 1994, c'était assez clair. M. Parizeau disait, c'est that's it, tout de suite, référendum, indépendance. Tandis qu'en 1980, c'était René Lévesque qui parlait d'une souveraineté association, un mandat pour négocier quelque chose. Là, c'était that's it, that's all. Dans un an, si ce n'est pas réglé, on déclare l'indépendance unilatéralement avec tout ce que ça pouvait comporter. Donc, c'est évident que c'est un enjeu extrêmement important pour l'avenir du Québec, pour l'avenir du Canada, etc., pour l'avenir des relations entre les citoyens ici au Québec également. Et c'est une division assez claire. Là, on est embarqué tout de suite dans une campagne pré-référendaire, des débats en chambre assez lourds et intenses, menant à une campagne référendaire qui ont été, comment je peux dire, là, Musclé? musclés, tout à fait. Alors, vous êtes dans l'opposition avec Daniel Johnson comme Oui. chef. Alors, qu'est-ce qui marque ce mandat, à part le référendum, ou est-ce que le référendum qui s'en vient Oh, je pense que le référendum prenait toute la place? Prenait toute la place. Ça a marqué la suite des choses également. La campagne référendaire était le point le plus important, je pense, de ce mandat-là. Le fait que le résultat a été si serré, l'après-référendum à l'Assemblée nationale et la déclaration de M. Parizeau blâmant les ethnies, l'argent et le vote ethnique pour le résultat, cette amertume qui est ressortie à l'effet que, tu sais, comme si on a essayé pendant toutes ces années de vous faire comprendre que vous n'avez rien compris, puis vous êtes des pas bons. C'est un peu comme ça qu'on l'a pris, que je l'ai pris. Je trouvais que c'était extrêmement mal placé de la part d'un premier ministre de pointer du doigt une partie des citoyens qui ont exprimé leur choix démocratique, finalement. Pour moi, personnellement, c'était un genre comment je peux dire, là, rejet de tous les efforts que j'avais essayé de faire de rapprocher les communautés culturelles à la réalité québécoise, francophone, et comme si ça nous rappelait que si on n'était pas indépendantiste, on n'était pas un bon Québécois. C'est comme ça que je l'ai vécu à ce moment-là. Et c'est un peu incompréhensible parce que M. Parizeau, c'était quelqu'un que je respectais beaucoup, que je trouvais un homme jovial, très correct, très digne, très poli pour l'essentiel. Mais cette soirée-là, il a vraiment dérapé et ça l'a marqué, ça lui a coûté son poste, ça lui, en tout cas. Mais ça a laissé des traces par la suite. Lui a quitté, M. Bouchard est arrivé comme premier ministre. Ça a amené... tout ce résultat-là a amené aussi au départ de M. Johnson en 1997, l'arrivée de M. Charest. Ça a vraiment été une période qui a chambardé les choses, tant au Parti libéral et au Québec également. Au Québec, ça a comme été le début de la fin, je dirais, de cette... mouvement pour l'indépendance, dans le sens que
on était arrivé à une période où tout a été fait pour essayer d'accéder à l'indépendance. Ça n'a pas marché. Et les gens aussi regardaient autour d'eux, puis ils trouvaient que les raisons qui avaient créé le mouvement pour l'indépendance n'étaient plus là non plus. Dans les années 60, moi je le reconnaissais, tout le monde le reconnaissait. Tu sais, les citoyens québécois francophones étaient quasiment des citoyens de deuxième zone. Oui. Tu sais, l'économie était contrôlée par d'autres. Les postes hiérarchiques n'étaient pas entre les mains des francophones. Mais on regardait ça en 95, après le résultat du référendum, on disait, c'est plus la même chose. C'était renversé même. Ouais. Tout était... Et là, les gens ont commencé à dire, OK, est-ce qu'on va reprendre encore dans 10-15 ans? Encore? Alors, je pense que les gens ont commencé tranquillement à laisser ça de côté. Et on voit le résultat aujourd'hui, on est quoi là? On est 27 ans plus tard. Revenons à 95. Le non gagne, donc vous remportez une victoire, mais vous en parlez comme d'un échec. Ça me frappe. Eh bien, un échec dans le sens que c'était une victoire courte, Oui. très courte, Oui. par 1,5 point ou quelque chose comme ça. Et beaucoup dû à ce charisme qu'amenait de Lucien Bouchard, qui a réussi à changer la donne quand M. Parizeau lui a donné le mandat d'être le négociateur en chef pour ça. Et c'est lui qui a finalement mené la campagne, une campagne qui battait de l'aile jusque-là. Il y a eu toutes sortes d'événements de sympathie personnelle qui sont manifestés auprès de M. Bouchard également, qui ont contribué à ça. Mais c'était pas la victoire qu'on aurait aimée. Oui. Mais c'était une victoire, puis on les prend comme ils viennent. Mais vous avez parlé aussi d'une blessure. Sur le plan personnel, est-ce que ça vous a aussi... avez-vous pensé à quitter la politique à ce moment-là? Non. Non, parce que je trouvais que je voulais rester en politique, retourner au gouvernement, reprendre un ministère si c'était dans les cartes, et d'essayer de continuer de me battre pour cette place qu'on devrait avoir en tant que non-francophone, francophone. Je suis francophone, je parle en français, mais je veux dire de souche ni anglophone, ni anglais, ni français, parce qu'on utilise mal les mots des fois. Hein. Ben, surtout celui-là. Surtout celui-là, parce que, tu sais, je suis francophone, mais on sait tous ce qu'on veut dire quand on dit ça. Hein. Oui, oui. Bon. Bon, bien évidemment, vous avez parlé de cette période mouvementée. Bon, vous êtes élu en 98, le leadership de Daniel Johnson est remis en question. C'est la crise du verglas aussi qui donne... C'est la crise du verglas qui a comme mis un terme à tout ça, parce que la crise du verglas a été un moment pénible sur le plan politique, parce que le gouvernement et M. Bouchard à l'époque avaient pris toute la place, dominaient. Le duo Caillé-Bouchard était sur les nouvelles tous les jours, puis les gens disaient « Où est Daniel? Où est le Parti libéral? » Et là, l'élection approchait, puis il y avait beaucoup de pression sur M. Johnson de peut-être passer le bâton à quelqu'un d'autre qui pouvait avoir une meilleure chance de gagner à l'élection qui s'en venait en 98. Ce qu'il a fait, et il l'a fait de façon... c'est l'homme que j'ai beaucoup admiré et aimé, et avec lequel on est resté de bons amis, parce qu'il avait toujours en tête le mieux-être de l'autre, pas nécessairement lui-même. Vous parlez de M. Johnson. Oui, tout à fait. Salut, Daniel. Alors, vous êtes élu, mais le Parti québécois est victorieux après ça. Et vous devenez porte-parole le 22 novembre 2000 de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale. Vous revoilà à un poste... mes racines de travailleur social, mes racines de quelqu'un qui a une certaine affinité pour celui qui doit vivre des difficultés. Peut-être c'est un reflet sur mes racines d'immigrant, mon père qui est venu sans rien, qui a travaillé pour essayer de faire quelque chose. Et j'ai toujours eu cet attachement qu'on devrait aider les gens à s'en sortir, non pas par le bâton,
mais par l'incitation. Mhm. Sans être naïf, hein, sans dire on donne puis on ne demande rien en retour, mais en essayant de faire comprendre. Et quand le collectif pour une loi contre la pauvreté a présenté sa pétition à l'Assemblée nationale, j'étais celui qui l'a déposée au nom du Parti libéral. Et comme porte-parole, j'ai décidé de faire de ce dossier-là mon cheval de bataille pour ce mandat-là, jusqu'à l'adoption d'une loi comme telle, qui était réclamée par le collectif. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé avec la marque du Parti libéral, parce que on a forcé beaucoup d'amendements qui ont rapproché la loi finale à ce qui avait été réclamé. Et c'était le fun aussi à l'époque de jouer le rôle de quelqu'un qui avait une certaine expérience en politique, parce que là, j'étais rendu à je ne sais pas combien d'années, là, mais quelques années. Ouais. Et d'essayer de manœuvrer sur le plan du jeu politique, si vous voulez, pour forcer celui qui avait le pouvoir d'adopter la loi, le gouvernement, à tenir compte de points de vue qui étaient le nôtre. Et on se faisait le porte-parole des voix qui avaient mené qui réclamaient cette loi. Plus de 200 000 personnes ont signé cette Tout pétition. à fait. Est-ce que ça donne du poids à votre travail? Est-ce que c'est... Oui, ça donne du poids au travail et de rester en contact avec ces gens-là, ça a aidé. J'avais organisé au sein du caucus libéral ce qu'on appelait les soupers de la pauvreté. Ceux qui participaient vont se rappeler, vont se reconnaître, parce que c'était une opportunité avec des collègues du caucus qui avaient aussi ce même genre de sensibilité à ce dossier-là, de développer nos arguments, de développer nos stratégies, de convaincre d'autres collègues au sein du caucus du Parti libéral d'appuyer la démarche qu'on voulait entreprendre. Et ça marchait. Le caucus est resté uni dans ça. On avait l'appui de nos collègues au caucus et ça donnait du poids dans nos interventions, et les miennes comme porte-parole, à la Chambre, en Chambre. Vous étiez comme en campagne à l'intérieur de votre propre parti. Oui, et en prenant le parti pour faire campagne Ouais. publiquement en faveur d'un idéal libéral, parce que le Parti libéral a été toujours, par le passé, le parti des grandes réformes et le parti qui était sensible à cet aspect du développement humain. Dans ces soupers que vous organisiez, est-ce que vous aviez l'impression de devoir un petit peu, entre guillemets, éduquer, sensibiliser certaines personnes qui peut-être ne soupçonnaient pas l'existence d'un si grand nombre de personnes qui vivaient sous le seuil de la pauvreté ou avec rien du tout? Pour moi, c'est le travail que tout bon député doit faire vis-à-vis ses collègues et la société en général, parce que n'oubliez pas que les partis ne sont que le reflet de ce que vit la société. Et donc, il faut faire comprendre la réalité de l'autre à l'autre et d'essayer de... Alors oui, effectivement. Ben là, on arrive à 2003, c'est l'élection générale. Vous obtenez votre 6e mandat et c'est le nouveau gouvernement Charest qui est formé. Comment ça se passe? Est-ce que vous attendiez à être appelé au cabinet? Oui. Avec vous des discussions? Comment ça se passe? Non, écoutez, la formation de cabinet pour un premier ministre, c'est probablement la chose la plus difficile qu'il a à faire dans tout son mandat, parce que c'est vraiment... tout le monde veut accepter au Conseil des ministres, tout le monde ne peut pas accéder au Conseil des ministres, alors le premier ministre doit composer avec toutes sortes de contraintes, toutes sortes d'enjeux dont il doit tenir compte. De mon côté, c'est sûr que je m'attendais à être nommé ministre. Je me disais, après 20 ans, il y avait très peu de mes collègues qui avaient une expérience ministérielle passée, qui se présentaient avec moi. Je pense que j'avais une réputation de quelqu'un au centre-gauche du Parti libéral. Je me dis, il faut que le Parti libéral, il faut qu'il ait cette voix-là qui soit portée également. Alors pour moi, c'était comme, OK, ça va se passer. Oui, oui. Alors peut-être, peut-être c'est ça
mon défaut à l'époque. Je n'ai pas fait du lobbying dans ce sens-là. Non pas parce que je prenais ça pour acquis, mais je me disais, bon, le premier ministre va faire le bon choix dans ce Oui, sens-là. oui. Et pour moi, le bon choix était aussi de m'inclure. Euh, Oui, mais le bon choix, j'ai pas vu que peut-être le bon choix avait d'autres considérations oui. également. Et c'était des bons choix qu'il a fait, Mhm, mais qui n'ont pas tenu compte du fait qu'il y avait une place pour moi. Donc, je mhm, suis resté à l'extérieur du Conseil des ministres en 2003. mhm. Et ça, c'était vraiment, il faut le dire, c'est une très grande déception pour moi sur le plan personnel, parce que je me disais, j'attendais avec beaucoup d'énergie et de volonté de retourner à une place de pouvoir prendre des décisions, exécuter, vraiment faire une différence. Et je me dis, après 23 ans de ne pas y être, après avoir démontré que c'était pas si pire, euh, je trouvais ça comme un genre. Et maintenant, je fais quoi? Oui, oui. Difficile de retourner dans l'arrière-ban Mhm, après 8 ans d'opposition où on essayait de oui. retourner au pouvoir et là, finalement, on y arrive. Puis finalement, tu regardes passer La parade. la parade. Mhm, Donc, j'avoue, c'était un coup difficile, un coup dur. Mais la politique n'est pas facile et il faut accepter ça comme ça et faire ses propres choix mhm, personnels à un moment mhm. donné. Et disons qu'on refait l'histoire, là, juste quelques minutes. Qu'est-ce que vous auriez voulu comme ministère? Qu'est-ce qui vous intéressait de faire? Ah, euh, Vous auriez continué ou... je ne sais pas, vraiment, je n'ai pas pensé à ça, mais je veux Ah, dire, tu sais, mon cœur est du côté de cette solidarité sociale, ouais. immigration, communauté culturelle, euh, services sociaux, en tout cas, éducation. Éducation, ça aurait été des choses intéressantes, mais je veux dire, bon, Mhm, mhm. c'est dans le rêve. Oui. Est-ce que vous, dans ce temps-là, est-ce que la personne peut manifester son mécontentement? Est-ce que vous l'avez dit à M. Charret? Est-ce que vous avez eu Oh, j'avais l'occasion pas de besoin lui de en le dire, parler? je n'avais pas besoin de le dire. Oui, c'est sûr. Ma déception, mécontentement, non, c'était une déception plus qu'un mécontentement. Oui, J'en avais rien contre le Premier bien sûr. ministre, j'en avais contre la vie. Oui, je comprends, je comprends. Euh, et comment les choses sont arrivées. Et il a été sensible à ça. Mhm, Il savait que ça allait être mhm. difficile. On s'est parlé. Il, il m'a offert en tout cas, d'essayer de trouver quelque chose. Et moi, Mhm. j'ai dit à un moment donné, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, la seule chose que je n'ai pas faite, parce que j'ai été député d'arrière-banque, adjoint parlementaire, président de commission, vice-président de commission, ministre délégué, ministre en titre. J'avais, après 20 quelques années, alors je me suis dit, j'ai aussi beaucoup un attachement, une affinité à l'institution de l'Assemblée Oui, nationale. Et je me suis décidé de me présenter comme président de l'Assemblée nationale, de sortir du caucus et de ça et de m'attacher à l'institution. Et ça aurait peut-être pu marcher, n'eût été pour des changements de dernière minute dans la stratégie des autres partis, en particulier l'Action démocratique à l'époque de Mario Dumont, qui a comme euh, tiré le tapis en dessous d'un processus mhm, mhm. qui aurait permis d'élire le président de D'accord. l'Assemblée nationale par l'ensemble des députés. Et bien, finalement, pour toutes Ça sortes n'a de pas eu raisons, lieu. ça n'a pas eu lieu. Et finalement, c'est plus ou moins retourné comme c'était avant, où il y avait juste le premier ministre qui propose quelqu'un, mais il nous avait laissé le choix de voter juste entre nous au caucus du Parti libéral. Et là, j'ai passé proche, semble-t-il, mais Mhm. bon, ça n'a pas marché. J'ai comme l'impression que si toute l'Assemblée nationale avait pu choisir entre les personnes en liste, peut-être ça aurait pu marcher, mais bon. M. Charest m'a offert d'être le premier vice-président de l'Assemblée, ce que j'ai accepté pour un certain temps. Mhm. Et après, à un moment donné, j'ai décidé que
mon temps en politique avait fait son chemin, puis c'était le temps de tirer ma révérence. Et quelles étaient vos perspectives à ce moment-là? Moi, je voulais continuer à servir et servir le Québec. Et j'ai toujours eu en tête, j'avais connu un bon ami à moi, Reed Scowen, qui avait été député, qui a été nommé délégué général du Québec à New York et à Londres. Et je l'avais visité, on s'était parlé du travail qu'il faisait comme délégué général à l'époque, parce que lui, il avait quitté la politique, je pense, en 87 ou 8. Il a été nommé par M. Bourassa, délégué général. Et donc, je suis revenu avec cette idée-là. Et M. Charest a compris, puis il a été très, comment je veux dire là, ouvert à ça. Et il m'a nommé délégué général du Québec à Bruxelles, auprès de l'Union européenne également. Ce qui m'a permis de continuer à servir le Québec parce que, et de travailler de proche avec M. Charest et le gouvernement ici, parce que j'ai parti un dossier qui a par la suite devenu l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, un dossier sur lequel le Québec a été chef de file dans ces négociations-là, un dossier qui a permis aux provinces d'être présents à la table des négociations. Moi, ça m'a permis d'être le porte-parole des actions du gouvernement, le lobbyiste en chef, si vous voulez, du gouvernement du Québec auprès de l'Union européenne pour convaincre l'Union européenne d'accepter de négocier avec le Canada. Et c'est un dossier qui a contribué et contribuera au développement économique du Québec. Donc, c'est pas vrai que les délégations, c'est juste de la frime. Oui. Et il faut les prendre au sérieux, puis il faut leur donner les ressources nécessaires pour faire du bon travail comme celui-là. C'est ce que vous avez fait, donc. Et vous êtes aussi nommé délégué général du Québec à Londres ensuite. Exact, exact. C'est-à-dire, quand le Parti québécois, entre les deux gouvernements du Parti libéral, est arrivé au pouvoir, ils ont gentiment demandé, m'informer que je devrais rentrer au Québec. J'ai fait un petit cours, un an et demi comme commentateur Oui, à la à la télé, télévision. au Club des Ex de RDI. Ce que j'ai aimé, c'était le fun de voir la chose politique et de le commenter plutôt que de le vivre. Et par la suite, quand le Parti libéral et M. Couillard sont arrivés au pouvoir encore, M. Couillard a dit « Ça te tenterait-tu de retourner en diplomatie à Londres ?» Et j'ai dit avec grand plaisir. Et c'est des expériences très enrichissantes, très stimulantes, que je retienne aussi ces 2 mandats comme délégué général du Québec. C'est au service de la société, le rayonnement du Québec à l'international. Alors, on est vraiment une société distincte, on est vraiment quelque chose. Mes collègues dans les ambassades canadiennes et les autres provinces, des fois, quand ils visitaient, parce qu'on est la seule province qui a un si grand réseau de représentation, ils étaient jaloux, et avec raison. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune personne qui voudrait se présenter en politique aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Pesez bien mesurez bien ce que ça veut dire, parce que c'est un engagement accaparant, c'est un engagement qui enlève du temps à la famille, et je ne suis pas certain que c'est une... En tout cas, jeune, j'avais 32 ans quand je suis entré en politique, c'est quand même assez jeune. Jeune, on a l'énergie, on a la passion du désir de changer, mais on est aussi en train de vivre sa vie auprès de sa famille, etc. Plus tard, on a peut-être mis en banque en quelque chose notre vie personnelle, ce qui nous permet aussi d'apporter des choses en politique. Mais pensez-y bien. Rappelez-vous que c'est pas, comment je peux dire là, que c'est... demandez-vous pourquoi vous le faites. Si vous le faites pour les bonnes raisons, si vous le faites parce qu'il y a des idéaux, puis des idées, puis des principes que vous voulez appliquer pour faire avancer les choses, ça c'est une chose. Si c'est une question d'accéder au pouvoir,
juste pour le pouvoir. C'est peut-être pas la meilleure raison. C'est peut-être pas la meilleure raison. Voilà. Monsieur Syros, merci beaucoup pour ces entretiens. Mon Dieu, grand plaisir de m'avoir fait suivre ce chemin des souvenirs. Super intéressant. Il y a des choses, je suis sûr qu'on aurait pu parler encore longtemps, mais Oui. quand même. Merci. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici? Ouais. C'est drôle, je trouve que ça n'a pas changé du tout. C'est exactement le même décor, peut-être cette table un petit peu, mais le reste, c'est exactement comme je me rappelle, les mêmes meubles, les mêmes fauteuils, les mêmes couleurs. Ça fait drôle, mais j'ai déjà visité Québec et l'Assemblée nationale, mais pas le Salon Bleu comme tel. Alors, ça fait drôle de voir où j'ai passé différents moments de ma vie assis sur telle chaise ou telle chaise. Ouais. Et quel est votre plus beau souvenir ici? Le plus beau souvenir ici, c'était... je me rappelle le moment où le premier ministre de la Grèce est arrivé ici, puis on avait fait venir à l'Assemblée nationale, c'était le Parti québécois, M. Lévesque, qui était à l'époque ici. On l'avait invité à prendre la parole, et M. Lévesque, quand il l'introduisait, il m'a invité à venir se joindre avec lui, en disant, ben, quelqu'un de tes compatriotes d'origine. Alors ça, c'était très touchant, c'était très généreux de sa part d'avoir fait ça. De me lever ici pour la première fois comme député et prendre la parole, ça, c'était quelque chose qui est resté dans le mémoire. Les échanges comme ministre où je devais répondre à des questions des fois un peu musclées. Tous des moments de débat parlementaire au niveau de la question référendaire, en 92 pour Charlottetown, en 95 surtout, lors de l'autre référendum. C'était des débats intenses. Ouais, il fallait préparer, il fallait dire, il fallait être fier de ce qu'on avait dit, puis vivre avec pour le reste de sa vie. Merci. Ouais, plaisir.